Hong Kong. L'une des villes les plus riches du monde. Mais au milieu des années 1980, ce haut lieu du commerce international se retrouve assiégé par les airs. La ville s'est développée autour de son petit aéroport et celui-ci ne peut suivre son rythme de développement. Le balai incessant des gros avions de ligne met en danger la vie des habitants. Et la petite taille de l'aéroport menace d'étouffer ce qui fait vivre la ville, le commerce. Hong Kong a désespérément besoin d'un nouvel aéroport international. Mais où peut-il être construit? On ne voit qu'une seule solution. Le bâtir sur la mer à 25 km de la côte. Mais cela suppose ce que certains qualifient de plus grand projet de génie civil de l'histoire. Construire des ponts parmi les plus longs du monde. De gigantesques tunnels sous-marins. Et 35 km d'autoroutes et de liaisons ferrées à grande vitesse. Les constructeurs estiment que ce projet prendra des dizaines d'années. Mais ils n'ont que 7 ans devant eux. Les ingénieurs et les maîtres d'œuvre vont-ils réussir, dans un délai aussi court, à réaliser un projet d'une telle envergure? Et la construction de structures aussi colossales ne constitue-t-elle pas un danger en cas de catastrophe naturelle? Le 6 juillet 1998, aéroport Kennedy, New York. Vol numéro CX 889, prêt au décollage, en partance pour Hong Kong. Mais aujourd'hui, il va voler vers l'inconnu. Les pilotes ont fait ce trajet des centaines de fois, mais jamais de cette façon. Alors que l'avion décolle de New York à Hong Kong, l'aéroport est soudain plongé dans le noir. Ce n'est pas une coupure de courant. C'est un événement historique. L'aboutissement de près d'une décennie de travail acharné. Hong Kong vient de fermer l'un des plus importants aéroports internationaux du monde. Les avions continuent à voler et tout le personnel et l'équipement doivent gagner le nouvel aéroport en seulement 7 heures. C'est l'ultime étape d'un des projets de génie civil les plus ambitieux du XXe siècle. Tout a commencé dans les années 1980. Hong Kong est alors à un tournant de son histoire. À cette époque, l'île jouit d'une des économies les plus florissantes du monde. Mais ces immenses gratte-ciel masquent une faiblesse évidente. L'aéroport de Kai Tak. Dangereux et obsolète, l'aéroport est situé en plein cœur de la ville. Chaque avion atterrissant à Hong Kong échappe de peu à la catastrophe. Les énormes jumbo jets sont obligés de se frayer un passage entre les montagnes et de raser le toit des immeubles pour rejoindre le tarmac.
20 ans, 6 accidents ou quasi-collisions se sont produits à Kai Tak. Dans cet accident, en 1993, l'avion a dépassé la piste d'atterrissage, faisant 2 morts et 22 blessés. Le fret pose également un grave problème. L'aéroport ne disposant que d'une seule piste, il constitue un sérieux frein au commerce international. L'aéroport de Hong Kong avait atteint ses limites, tant du point de vue du transport des passagers que du fret. Hong Kong est le plus gros aéroport international en termes de volume de marchandises. Avec des milliards de dollars en jeu, Hong Kong a absolument besoin d'un nouvel aéroport. Mais où? La ville est saturée, sans la moindre parcelle de terrain disponible. Il n'y a qu'une seule solution. Bâtir l'aéroport sur la mer. C'est un projet démesuré. Cela suppose la création d'une nouvelle île au sud de la mer de Chine, sur laquelle un immense aéroport sera capable d'accueillir les plus gros avions du monde et la plus grande aérogare de l'histoire. Mais cet immense aéroport ne représente qu'une petite fraction du projet global. Pour faciliter la circulation des passagers et des marchandises, le plan suppose également la construction de 35 km de routes et de tunnels. Une liaison ferrée à grande vitesse. Sans oublier un pont suspendu à 2 niveaux parmi les plus longs du monde. Les urbanistes hongkongais savent que sans un nouvel aéroport, la ville risque de ne plus être compétitive sur le marché international. Mais la vieille garde politique menace d'étouffer le projet. Hong Kong, territoire de la couronne britannique, est sur le point d'être rendu à la Chine. Il y a plus d'un siècle, pendant les guerres de l'opium, la Chine a cédé Hong Kong à la Grande-Bretagne. Mais un accord entre les deux pays stipulait que la Grande-Bretagne devait rendre ses territoires en 1997. Cette clause prendra effet dans 7 ans. L'imminente passation de pouvoir inquiète. Beaucoup redoutent que la Chine ne mette un terme à l'économie capitaliste de Hong Kong. Si le nouvel aéroport n'est pas terminé au moment de la rétrocession, les Chinois accepteront-ils de poursuivre le chantier? Il n'y a qu'un seul moyen de garantir l'achèvement des travaux. Finir l'aéroport avant la passation de pouvoir. L'aéroport était une pièce de l'énorme échiquier politique qui se jouait à l'époque. Les ingénieurs estimaient ce projet dans des conditions normales, faisables en 10 à 20 ans. Mais ils n'en ont que 7. En septembre 1991, la course commence. Premier défi, créer un terrain plat pour l'aéroport. Les ingénieurs ont en vue 2 petites îles rocheuses appelées Shek Lap Kok et Lam Chao à 25 km du centre-ville. Mais aucune de ces îles n'est assez grande pour loger l'aéroport. Et elles sont beaucoup trop montagneuses pour accueillir de longues pistes d'atterrissage. La solution? Faire disparaître ces montagnes.
Une fois effectuées les opérations de terrassement, une armée d'ouvriers est envoyée sur les lieux. Leur mission, déplacer plus de 200 millions de tonnes de roches. Aux commandes de bulldozers géants, ils nivellent le terrain. Ils ramassent des centaines de millions de tonnes de gravats. Mais tous ces décombres ne sont pas perdus. Ils serviront à réunir les deux îles pour en faire une seule, en comblant l'espace les séparant. Mais avant toute chose, le fond de la mer doit être nettoyé. Pour ce faire, une flotte composée des plus grands dragueurs du monde arrive sur les lieux. Tels de gigantesques aspirateurs, leurs conduits sous-marins nettoient le fond de la mer. Ils retirent une couche de boue d'une épaisseur de 12 mètres afin de découvrir la roche stable située en dessous. Une fois nettoyé, le fond de la mer offre un soubassement solide sur lequel pourront reposer une couche de sable et les gravats provenant de l'aplanissement des montagnes des îles. Progressivement, les 2,5 km séparant les deux îles se réduisent. Tout le monde était extrêmement pressé par le temps. Ça a été l'un des plus importants déplacements de terrain jamais entrepris. Travaillant jour et nuit, centimètre par centimètre, les ouvriers sur terre et sur mer transforment lentement deux îles en une seule. Au total, les ouvriers auront déplacé plus de 600 millions de tonnes de terre, soit une quantité suffisante pour remplir le Colisée de Rome 200 fois. Alors que l'île de l'aéroport prend forme, d'autres ouvriers s'attellent à une tâche difficile, relier l'île à la ville. Ce projet suppose la construction de tunnels, de ponts et de routes sur 35 km de terre et de mer. Les ingénieurs se heurtent très vite à une première difficulté. Trouver un moyen de sortir de la ville en passant par le port de Victoria. Deux tunnels routiers ont déjà été construits dans le port il y a plusieurs années. Mais ils sont aujourd'hui saturés, occasionnant parfois jusqu'à 2 heures d'embouteillage aux heures de pointe. Un troisième tunnel est indispensable, et cette fois-ci, beaucoup plus grand. Il doit être suffisamment large pour compter 6 voies de circulation et suffisamment long pour traverser 1,5 km de mer. Les ingénieurs mettent au point une technique consistant à assembler le tunnel à partir de colossales sections de béton et d'acier. Les sections sont construites dans une carrière près du port, à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où se situera le tunnel. Une fois terminée, chaque section pèse plus de 35 000 tonnes, ce qui équivaut au poids d'un paquebot lourdement chargé. Dès qu'une section est achevée, les ouvriers bouchent chacune de ces deux extrémités avec un joint étanche. Puis, immergent la carrière. Les sections peuvent alors flotter jusqu'au port.
Lorsqu'elles se trouvent au-dessus de l'endroit où il est prévu de les assembler, les ouvriers retirent les joints. Les sections sont ainsi inondées, ce qui leur permet de couler. Des plongeurs organisent alors le placement des sections. De puissants leviers hydrauliques les assemblent en les scellant hermétiquement. Ensuite, les ouvriers procèdent au dernier raccordement depuis l'intérieur de la galerie. Le tunnel est à présent terminé. Il se trouve à plus de 15 mètres de profondeur et s'étend sur plus d'1,5 km, reliant ainsi l'île de Hong Kong au continent. Les ingénieurs ont pu surmonter cette difficulté, mais c'est un défi encore plus grand qui les attend à présent. Sur l'itinéraire choisi pour relier le centre-ville de Hong Kong à l'aéroport, il y a un important bras de mer à traverser. Une distance de près de 5 km entre le continent et le nord de l'île de Lanto. Au départ, les ingénieurs pensaient construire un autre tunnel sous-marin. Mais ce bras de mer est trop profond. Et le trafic maritime à la surface étant important, un chantier sous-marin aurait été beaucoup trop dangereux. Les ingénieurs ont dû trouver une autre solution. Et ils ont eu une idée aussi audacieuse qu'époustouflante. Ils proposent de construire non pas un, mais 2 énormes ponts suffisamment longs pour enjamber la voie navigable et suffisamment hauts pour permettre aux navires les plus colossaux de passer en dessous. La longue travée, près de 2,5 km de long, devrait faire de ce pont suspendu l'un des plus longs du monde. Mais cette proposition n'est pas sans risque. Le pont doit pouvoir résister à l'un des plus redoutables phénomènes atmosphériques. Les typhons. Ces cyclones peuvent se caractériser par des vents atteignant parfois les 320 km/h. Le nombre de typhons frappant Hong Kong peut s'élever à 8 en un seul été. Chaque pont construit ici doit avant tout faire la preuve de sa résistance. Pour comprendre de quelle façon les vents pourraient détériorer la structure, les ingénieurs élaborent des modèles informatiques. Ces modèles simulent le mouvement du pont suspendu face à un vent de 65 km/h amplifié 1000 fois. Les ingénieurs peuvent ainsi identifier les éventuels points faibles de la conception. À partir des données obtenues, ils conçoivent un modèle réduit. Ils le placent dans une soufflerie et le soumettent à une simulation de typhon de maximale catégorie. Les résultats sont inquiétants. Le pont pourrait devenir dangereusement instable par grand vent. Les constructeurs n'ayant pas la possibilité de raccourcir le pont, ils décident de le faire plus lourd. Sous l'empierrement principal, ils ajoutent un niveau supplémentaire pour les trains et 2 autres voies pour les voitures. Ces éléments consolident le pont. Ils préviennent les risques potentiels et augmentent sa capacité. Mais pour les ouvriers, l'enjeu est de taille. Ils doivent construire l'un des plus grands ponts suspendus de l'histoire sans pour autant disposer d'un délai supplémentaire. Pour commencer, le site du chantier est nivelé. Ensuite, les ouvriers construisent 2 énormes tours capables de supporter tout le poids de la structure. Elles s'élèvent dans les airs tels des gratte-ciel de plus de 60 étages.
Des câbles de suspension en acier seront accrochés à ces vertigineux perchoirs afin de soutenir l'imposant tablier. Mais chacun de ces gigantesques câbles devra faire près d'1 mètre de diamètre et peser plus de 15 000 tonnes. Étant donné leur poids, ces câbles ne peuvent être assemblés au sol puis hissés à leur place. Les ouvriers ont alors recours à une technique ingénieuse mais risquée. Ils assemblent ces énormes câbles dans le ciel. Plusieurs fils d'acier viennent s'enrouler autour des 2 rouets qui vont et viennent entre les tours. À chaque passage, le diamètre des câbles augmente. Ce travail n'est pas à la portée de n'importe qui. Il implique de supporter l'altitude et d'avoir l'estomac bien accroché. Les maîtres d'œuvre ont donc fait appel à des spécialistes, les Gourkas. Parce qu'ils ont grandi sur les versants de l'Everest, les Gourkas sont parfaitement à l'aise en altitude. À la main ou à l'aide de crochets, ils manœuvrent les rouets et les énormes câbles d'acier d'une tour à l'autre. Les ingénieurs savent que pendant cette opération, le pont est particulièrement vulnérable. Si un typhon venait à frapper, les câbles pourraient s'en mêler en projetant des milliers de fils d'acier cinglant dans les airs et faire tomber les ouvriers dans le vide. Alors, dans une course contre la montre et contre les éléments, ces travailleurs des altitudes filent 87 000 km de câbles d'acier en à peine 9 mois. C'est suffisamment de câbles pour faire plus de 2 fois le tour du globe. Les câbles sont en place et les ouvriers peuvent s'atteler à la dernière et à la plus dangereuse partie du travail, installer le tablier du pont. Chaque section préfabriquée pèse plus de 1000 tonnes et doit être hissée d'une barge sur plus de 60 mètres. Partant du centre vers les tours, les ouvriers montent méticuleusement chaque section à sa place. Cinq ans après le démarrage du projet, le pont est enfin terminé. C'était assez incroyable pour moi et pour toute l'équipe d'avoir réussi à construire ce monument. Cette espèce de pont du futur. Le pont et le tunnel étant achevés, les 2 principaux problèmes que posait la route entre la ville et le futur aéroport ont été surmontés. Mais ces 2 jonctions doivent être reliées l'une à l'autre. Ce projet implique la construction de 2 nouvelles autoroutes. La première, la voie express Kwai-Chung, doit partir du tunnel et parcourir 10 km le long de la côte jusqu'au nouveau pont. La construire dans un quartier aussi embouteillé que celui du port de Kowloon revient à édifier un pont au-dessus d'une rivière démontée.
Pour que le port reste ouvert et que les voitures continuent à circuler, les ouvriers sont obligés de construire cette nouvelle route au-dessus de 15 voies de circulation déjà existantes. Et ce n'est pas tout. Pour minimiser les risques d'embouteillage, les ouvriers ne peuvent travailler que de nuit. Ils n'ont que peu de temps pour édifier la toute première route hongkongaise dans le ciel. Au même moment, l'autre voie express, le dernier maillon de la chaîne, est également en construction. Cette route de 13 km, appelée Voie Express Lanto Nord, doit aller du pont jusqu'à l'aéroport. Mais cette ultime liaison présente un défi technique majeur. Le terrain sur lequel la route est censée être construite est bordé de rochers escarpés. Les ingénieurs ont dû trouver une solution. Ils décident de prolonger le littoral dans la baie sur plus de 800 mètres. La route, le rail et les lignes à haute tension vers l'aéroport emprunteront ce couloir nouvellement créé. Les ouvriers déversent plus de 25 millions de tonnes de roches dans l'océan. De quoi construire un mur d'1,50 m de haut qui traverserait les États-Unis d'est en ouest. Nous avons concentré nos efforts et nous avons abattu en 4 ou 5 ans un travail qui prend normalement 10 à 15 ans. Quand ce dernier raccordement sera terminé, la route sera finie. Une toute nouvelle voie de communication verra le jour. De l'aéroport, elle longera une route côtière de 13 km. Empruntera l'un des plus longs ponts suspendus du monde. Une route surélevée de près de 10 km et un tunnel sous-marin reliant le centre-ville de Hong Kong. Cela constituera une remarquable réalisation. Mais ce ne sera pas encore suffisant. Cette nouvelle route sera idéale pour les voitures et les camions. Mais elle ne sera d'aucune utilité aux 2 400 000 personnes qui prennent le métro. Les ingénieurs décident donc d'ajouter une ligne de train à grande vitesse. C'est une première historique. Partout ailleurs dans le monde, les rails ont été construits a posteriori. Et là, nous avions l'occasion de concevoir une voie ferrée en même temps que l'aéroport. Le nouveau train pour l'aéroport a besoin d'une gare couvrant au moins 6 hectares en centre-ville. Et Hong Kong n'a même pas 20 mètres carrés de disponibles. Mais il en faut plus pour décourager les ingénieurs. Ils créent une terre de 20 hectares dans le port de Victoria. En seulement 2 ans, la nouvelle gare jaillit du sol. Un point d'entrée vers le lointain aéroport. Là, les passagers peuvent se retrouver, enregistrer leurs bagages pour le vol, prendre place pour un trajet de 20 minutes sous le port, à travers les ponts, le long de la côte et arriver directement dans le plus grand terminal passager du monde. Mais il y a un petit problème. L'aérogare n'existe pas encore.
Seulement 2 ans avant la fin du compte à rebours, le chantier de l'aérogare commence enfin. Avec une longueur de plus d'1,5 km, cette aérogare constituera le plus grand espace clos du monde. Mais alors qu'ils creusent les imposantes fondations de cet édifice, les ouvriers font une terrible découverte. Avec la marée montante, l'eau arrive jusque dans les fondations. Si le problème n'est pas réglé au plus vite, ce sol humide détruira les 550 000 mètres carrés de fondation. Les ingénieurs savent qu'ils ne peuvent pas lutter contre la force des marées. Ils doivent trouver un moyen de sécuriser le bâtiment contre cette pression constante. À l'aide d'énormes marteaux-pilons, ils enfoncent de gros puits en béton dans la terre, chacun pesant plus de 25 tonnes. Les pieux traversent le sol jusqu'au fond de la mer, fixant efficacement l'aérogare au soubassement. Une fois les fondations sécurisées, la construction de l'aérogare peut démarrer. Ce doit être le joyau de tout le projet. Une aérogare aux dimensions colossales. Sa structure unique évoque les ailes d'un oiseau. Mais alors que les travaux sont sur le point de commencer, les maîtres d'œuvre font un autre constat inquiétant. Il est résolument impossible de construire l'aérogare dans les délais. Les chefs de projet sont obligés d'entrer dans une nouvelle phase de négociation avec la Chine qui se prépare à reprendre le contrôle de Hong Kong dans moins de 2 ans. Alors que les négociations se poursuivent, les ingénieurs se hâtent d'élever le toit de l'aérogare. Par chance, la structure en elle-même est extrêmement simple. Elle est composée de baies vitrées garnies d'un treillis métallique, des éléments qui peuvent être fabriqués en série et à très grande échelle. « 136 segments de toit identiques ont été produits en série. Chaque segment, composé d'environ 100 000 pièces, pèse plus de 140 tonnes. Mais les segments de toit sont si grands qu'ils sont impossibles à déplacer. C'est pour cela que les ingénieurs ont conçu un camion-grue automatisé. Un opérateur seul peut le piloter à l'aide d'une télécommande. Sur le chantier, ces grues géantes, hautes comme un immeuble de 20 étages, soulèvent et mettent en place chaque pièce. De l'autre côté de l'île, les ouvriers bâtissent le terminal de fret de l'aéroport. Une installation dernier cri conçue pour gérer le flot de marchandises qui transitera chaque jour par l'aéroport. « 9 milliards de dollars de fret par an seront acheminés et la quasi-totalité des marchandises ne sera pas touchée par la main de l'homme. En fait, ce terminal de fret sera si bien automatisé que la structure dans son ensemble ressemblera à un robot géant. Au printemps 1997,
l'ambiance est fébrile sur le chantier. La passation de pouvoir qui permettra à la Chine de reprendre officiellement le contrôle de Hong Kong n'est que dans quelques mois. Les 2 dernières sections du tunnel sous le port sont mises à l'eau et raccordées. À Kowloon, les ouvriers sont en train de couler les dernières dalles de béton de la nouvelle route surélevée. On procède au dernier réglage de la liaison ferrée à grande vitesse qui accueillera l'aéroport express. 1er juillet 1997, jour de la passation de pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, une société démocratique, avec une économie de marché, est intégrée à un pays communiste sans qu'un coup de feu ne soit tiré ou que des voix ne s'élèvent en signe de protestation. Mais il y a un problème. L'aéroport n'est pas terminé. Et à présent, c'est la Chine qui dirige les opérations. Les ingénieurs ont très peur que les Chinois ne renoncent au projet, à quelques semaines seulement de son achèvement. Mais ce n'est pas le cas. Conscients que l'aéroport est essentiel à la survie de Hong Kong, les Chinois accordent un délai d'1 an au projet. Mais les constructeurs savent que ce ne sera pas suffisant, car l'aéroport va s'appuyer sur un large éventail de nouvelles technologies. Des nouveaux systèmes pour le contrôle du trafic aérien, pour les informations de vol, pour le contrôle douanier des passagers et pour la sécurité. Toutes ces nouvelles techniques ne pourront être testées en 1 an. C'est le système d'acheminement automatique des bagages qui suscite le plus d'inquiétude. Ce sera la plus grande installation de sa catégorie. 19 km de tapis roulants et de trieurs à bagages qui occuperont l'ensemble du sous-sol de l'aérogare et qui seront capables d'acheminer des centaines de milliers de sacs par jour. Ce système doit également être en mesure d'assurer un pistage continu et un minutieux contrôle des bagages. Les ingénieurs pensent qu'un système aussi complexe ne pourra fonctionner parfaitement sans avoir subi une longue série de tests. Mais le 6 juillet 1998, le délai est arrivé à son terme. Sept années de travaux, 20 milliards de dollars et 10 millions d'heures de travail ont donné naissance à ça. Il reste un ultime défi, peut-être le plus ambitieux de tous. Fermer l'ancien aéroport, dérouter le trafic, transférer le personnel et l'équipement au nouvel aéroport en seulement 7 heures. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le vol CX-889 se trouve au-dessus de Hawaï. Si tout se passe comme prévu, ce sera le premier avion à atterrir au nouvel aéroport à 6h30 du matin. Mais pour l'instant, tout cela est encore bien théorique, car le nouvel aéroport n'est toujours pas en service. À 1h17 du matin, les lumières de la piste du vieil aéroport de Kai Tak sont éteintes pour la dernière fois. Au revoir Kai Tak, et merci.
l'évacuation par route, rail, air et mer peut commencer. Il faudra plus de 800 voyages pour transporter tout le matériel nécessaire jusqu'au nouvel aéroport international de Hong Kong. Alors que le soleil se lève, le 7 juillet 1998, la nouvelle tour de contrôle entre en contact avec son premier client. À 6h25 du matin, le vol numéro 889 se pose sur la piste nord. L'aéroport international de Hong Kong est opérationnel. Quand le premier avion est arrivé, on était tous très excités. C'était le tout premier avion avec des passagers à se poser sur la piste. On était ravis et on avait envie de fêter ça. Mais l'euphorie fait bientôt place à l'inquiétude. L'un des plus importants systèmes informatiques tombe soudain en panne, selon le chaos dans l'aérogare. C'est le système d'information des vols. Les moniteurs se sont éteints. L'affichage des portes d'embarquement cafouille et des milliers de passagers sont retardés. Et ce n'est pas tout. De l'autre côté du tarmac, au terminal de fret, la situation est encore plus critique. La communication avec l'ancien aéroport est coupée. Et quelqu'un a effacé accidentellement une base de données cruciale. L'aéroport le plus performant du monde est obligé de trier sa marchandise à la main. Mais les employés ne peuvent tenir le rythme. Bientôt, le tarmac est surchargé. L'aéroport est obligé de détourner plus de 55 000 tonnes de fret. C'est un premier jour décourageant. Mais dans les jours qui suivent, tout rentre progressivement dans l'ordre. Les ingénieurs trouvent une à une les solutions aux problèmes techniques. Au fil des semaines, les passagers sont de plus en plus nombreux. Tout se déroule presque sans incident. Plus de 500 vols arrivent ou partent chaque jour, le double du trafic de Kai Tak au plus fort de son activité. Le terminal de fret a également résolu ses problèmes. Comme prévu, l'immense labyrinthe de monte-charge et de grues déplace, trie, empile et transfère plus de 4000 tonnes de marchandises par jour. Depuis la caisse de homard jusqu'aux hélicoptères. Quelques mois après son ouverture, l'aéroport est devenu la nouvelle vitrine de la ville et Hong Kong dispose désormais d'un espace à la mesure de ses ambitions économiques. À l'aéroport, la vie semble être revenue à la normale. Jusqu'à ce que la nature reprenne brutalement ses droits. Un an seulement après l'ouverture, le typhon Sam frappe les côtes de Hong Kong. Le vent souffle à plus de 160 km/h. En plein milieu de la tempête, le vol China Air numéro 233, avec à son bord 315 passagers, entame sa phase d'approche. L'avion avait déjà dû reprendre de l'altitude après une première tentative d'atterrissage avortée. Les pilotes prennent alors une décision qui s'avérera fatale et tentent un nouvel atterrissage.
au dernier moment. L'aile droite de l'avion s'incline dangereusement et heurte la piste. L'avion se retourne et glisse sur le tarmac. Les urgences se précipitent vers l'avion en feu. On compte 200 blessés. Et 3 morts. C'est le premier accident grave qu'ait à déplorer l'aéroport international de Hong Kong. Depuis, les consignes de vol sont plus strictes et les radars météorologiques plus performants. Le nouveau système infrarouge permettra de mieux prévenir ce type d'accident à l'avenir. Mais qu'en est-il de l'aérogare en elle-même? Une structure aussi ouverte peut-elle réellement résister aux pires caprices de la météo? Nous sommes en 2010. Un typhon de catégorie maximale aborde les côtes de Hong Kong avec des vents de plus de 300 km/h. L'aéroport est sur la trajectoire directe de la tempête. Les mesures d'urgence sont mises à exécution. La tour de contrôle déroute les avions vers d'autres aéroports et les vols en partance sont annulés. Mais la situation reste très préoccupante. L'aérogare en verre semble à présent très vulnérable. Les ingénieurs craignent que le bâtiment ne se détache de ses fondations. L'aérogare tremble et grince. Puis, des bris de glace se font entendre. Cet incident terrifiant réduit pourtant la pression du vent. Et sauve peut-être le bâtiment. Le plus grand espace clos du monde survit avec un minimum de dégâts. Même s'il est peu probable qu'un projet inclue à nouveau la construction d'une structure aussi complexe, les leçons qui ont pu en être tirées sont très précieuses. Et alors que d'autres villes et d'autres pays se tournent vers leur avenir, on ne peut rêver plus belle source d'inspiration que l'aéroport de Hong Kong.